Bonjour Ricardo Karam. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes à l'origine producteur et présentateur de télévision au Liban. Vous avez notamment produit des talk-shows, des séries, des documentaires. Et puis en 2010, vous avez créé la fondation Takrim. Takrim, j'ai regardé, comment ça peut le traduire en français? Rendre hommage ou honorer. Honorer, voilà. Alors quel était votre objectif en imaginant ce projet Takrim en 2010? J'ai sillonné le monde et j'ai rencontré pas mal de belles réussites d'origine arabe. Et j'ai été le pionnier dans le monde arabe à présenter ces belles figures. J'ai senti à quel point les gens avaient besoin d'une source d'inspiration. Ils avaient besoin d'un modèle. Nous appartenons à un monde arabe où il n'y avait que les chefs spirituels, les chefs politiques qui étaient à la tête de tout et qui n'arrivaient pas à inspirer tous ces jeunes-là. Et je me suis dit, bon, ces têtes que je reçois dans mes émissions de télé peuvent en elles-mêmes être qui réunit des êtres d'exception, qui ont réussi, qui se sont distingués et qui ont apporté un changement dans différents domaines. On peut dire en fait changer le regard que les Arabes portent d'abord sur eux-mêmes pour après changer le regard qu'on porte sur eux. Vous savez, le monde arabe a tout le temps été associé à la tyrannie, à la dictature, au sang, aux batailles, aux conflits continus. Et en même temps, je pense que les différents régimes ont hypnotisé les peuples et surtout les jeunes qui ont perdu tout espoir à un changement. Donc si vous voulez, Takrim a voulu être un printemps arabe avant le printemps arabe concret qu'on a connu en 2011. Alors, vous venez de parler des jeunes, la mobilisation, je voulais vous en parler plus tard, mais on va en parler maintenant, sur ce qui se passe dans votre pays. Comment est-ce que vous jugez justement ces manifestations populaires qui durent depuis le mois d'octobre? Oui, ça fait plus que 50 jours que les gens sont dans la rue, et la rue veut à tout prix un changement. Naturellement... vous le comprenez? Vous comprenez les J'en fais partie, donc je suis de la rue, je suis avec tous ces jeunes, bien que naturellement mon printemps à moi, ma révolution a eu lieu en 2005, suite à l'assassinat de Rafik Hariri. Le père de Saad Hariri. Le père de Saad Hariri. Ça, c'est une révolution de jeunes, mais naturellement, on est là à côté d'eux et derrière eux. Ouais. Alors, vous avez parlé de Saad Hariri et de son père, Rafik. Ce sont des sunnites, des musulmans sunnites. Est-ce que le Liban est condamné à ces divisions confessionnelles, religieuses, entre sunnites, chiites, les chrétiens maronites, les druzes? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'identité libanaise et qui ne s'arrêtera jamais? Ça fait partie du vécu libanais, mais ça ne fait pas partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une osmose remarquable. Je pense que tous les jeunes se sont associés et ils ont créé une cohésion contre la pourriture, contre la corruption. La corruption. Le mot est fort. Les gens ne peuvent plus. Les gens sont épuisés, les gens sont fatigués. Et ce que nous vivons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un cumul qui a 30 ans d'âge. Pour l'instant, il y a une sorte d'unité nationale qui transcende en fait les clivages religieux? Pas tout à fait, je ne peux pas généraliser, mais en grande partie oui. Et ce qui se passe à Tripoli, ce qui se passe à Beyrouth, ce qui se passe à Labati, à Saïda est remarquable. Les gens ont décidé de sortir de ce cocoon de peur. Les gens ont brisé la peur qui était prédominante et ils se sont dit, voilà, on va dire à voix haute ce que nous pensons. Alors, il y a eu des scènes de violence la nuit dernière, particulièrement fortes, les plus fortes depuis le début des manifestations. Qui a intérêt au Liban à faire dégénérer les choses? Plein de facteurs, internes et externes. Mais ceci dit, je pense qu'une révolution ne peut pas se faire en 24 heures. Une révolution a besoin de temps. Vous parlez de révolution? Ouais. C'est une révolution qui est en cours au Liban? Oui, c'est plus que protester aujourd'hui, c'est une révolution. Ça a commencé par des protestations, ça a commencé par des mouvements pacifistes au début, mais aujourd'hui, ces mouvements qui sont restés pacifistes ont changé, ont pris d'autres dimensions, parce que justement, il y a eu de la violence qui a essayé de s'y insérer et d'y pénétrer. On parlait de Saad Hariri, l'actuel Premier ministre démissionnaire. Est-ce que le Liban a toujours besoin de Saad Hariri? Non, pas forcément. Saad Hariri est au pouvoir depuis une dizaine d'années, depuis l'assassinat de son père. C'était avant lui Fouad Sanyoura qui a continué la trajectoire de feu Rafik Hariri et puis il y a eu Saad Hariri. Donc il a eu à mon avis une décennie où il a pu faire beaucoup de changements. Le changement, il ne l'a pas fait. Les gens sont très déçus. Peut-être
que les gens l'aiment en tant qu'être humain, mais ça ne suffit pas. Il est entouré par un groupe de gens qui ont travaillé pour la corruption et qui constituent un pôle contre lequel la dent de la rue est assez importante. Une dernière question sur l'actualité. Pourquoi c'est si compliqué de former un gouvernement au Liban ? Parce que d'un côté, il y a des gens qui veulent à tout prix former eux-mêmes le gouvernement, donc en l'occurrence M. Hariri, et de l'autre côté, il y a la rue qui veut à tout prix que le changement soit un changement global. Ouais. Et il y a un conflit alors là, un clivage entre ce que M. Hariri veut et ce que la rue veut. On peut comparer un peu ce qui se passe au Liban avec ce qui se passe en Algérie ? Oui, avec, à mon avis, un changement dans la culture. Dans la culture libanaise, on n'a jamais été habitué à protester, à descendre dans la rue, à manifester. En Algérie, ça a tout le temps été le cas. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé dans les années 60 en Algérie et la révolution des millions de martyrs. Or, chez nous, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très important. Et je pense que ça a commencé pour ne pas s'arrêter. On revient au prix Takrim, donc à votre fondation. Vous avez l'ambition, on pourrait le dire, d'être une sorte de prix Nobel alternatif du monde arabe ? Écoute, tout le monde aspire à arriver finalement à la notoriété de ce prix-là, mais c'est surtout un prix qui est crédible, qui est transparent et qui est apolitique, chose qui n'est pas commune et qui est peu commune dans le monde arabe. Il y a plein de prix qui sont décernés, qui sont octroyés, mais très peu sont ces prix crédibles. Alors, ça devait être justement la 10e édition cette année. Elle devait avoir lieu à Beyrouth, au Liban. Elle a été reportée. L'année dernière, je crois que c'était à Koweït City. Tout à fait. Je pense que ce sont les images de Koweït, là, qu'on voit. Et donc vous allez organiser quand même la distribution de ces prix prochainement ? On va le faire au mois de février. Nous avons deux options. On a placé deux dates, le 7 et le 8 février. Ça sera soit à Beyrouth avec une teinture de la Révolution, donc les couleurs de la Révolution vont être à l'affiche de cette cérémonie, soit à Paris en petit comité, une affaire de 200-300 personnes. Alors, Takrim, les prix Takrim, c'est 9 prix différents en réalité, dans 9 catégories. Alors, je vais les citer rapidement. Il y a la philanthropie, la femme de l'année, le jeune entrepreneur de l'année, pour l'éducation, pour l'environnement, pour les sciences, la culture et pour le leadership l'entreprise. Voilà, de l'entreprise. Et puis un 9e prix, c'est un prix de la personnalité non arabe de l'année. Ça, c'est assez original. Tout à fait. Vous savez, on a voulu que les gens rencontrent et découvrent des êtres qui ne sont pas connus. En anglais, on dit unsung heroes, des héros qui ne sont pas sur les feux de la rampe. On voulait qu'ils découvrent... Des héros du quotidien, d'une certaine manière. Voilà, des gens qui peuvent les inspirer, qui peuvent véhiculer un beau message du monde arabe, qui peuvent refléter une image qui est belle, qui est différente de celle qu'on connaît dans les médias. Et ce qui est important dans Takrim, c'est que ce n'est jamais un prince ou une princesse, ce n'est jamais un leader, ce n'est jamais une figure politique. C'est un prix qui touche tout un chacun, des gens inconnus de la société civile qui travaillent dans le silence et qui veulent à tout prix que le changement ait lieu. Ouais. Les gens qui sont primés par le prix Takrim, ils ont une notoriété au-delà du Liban ? Ils ont une notoriété dans leur domaine, oui, mais ils ne sont pas connus par le public, par la grande masse ou le grand public. Et c'est notre fonction à nous de les faire connaître. Et on travaille pendant toute une année avec eux. Et on assure leur présence sur les plateaux de télévision, dans les grandes conférences et les forums internationaux. Donc c'est un travail de longue haleine avec tous ces gagnants. Je parlais du prix Nobel tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a très peu de personnalités arabes qui ont reçu le prix Nobel. C'est un peu, j'imagine, le constat que vous avez fait aussi, et que c'est une manière en fait de rendre hommage à cette excellence arabe qui ne trouve pas à être récompensée par ailleurs. Si je me souviens bien, je pense que Najib Mahfouz a été l'un des écrivains qui a été... Égyptien. Tout à fait, qui a eu le prix Nobel. Il y a eu Yasser Arafat aussi à un moment donné. C'est politique, mais pour moi, les prix Nobel politiques sont toujours ponctuels. Et ils ne reflètent jamais la réalité des choses. Et même Barack Obama, quand il venait juste d'être nommé ou élu président des États-Unis, et les gens ont beaucoup contesté finalement cette victoire ou ce prix-là. Donc, mais à part, à mon avis, le prix politique, Nobel politique, les autres prix sont assez crédibles et ils sont assez remarquables. Et on espère, un de ces beaux jours, arriver à les talonner. On parlait de la personnalité non arabe primée. Par exemple, vous vous souvenez de qui a été primé l'année dernière comme personnalité non arabe en 2018? Excusez-moi si je pense que c'est une association américaine qui s'appelle ANERA.
association. Ouais, je pense, oui. Comment est-ce que vous le sélectionnez justement, vos lauréats? Est-ce que c'est vous qui décidez tout seul dans votre bureau? Non, c'est un travail qui est assez complexe, qui est assez rigoureux. C'est différents comités qui se retrouvent pendant 2-3 jours à Beyrouth, à l'université américaine. Donc il faut une présélection pour arriver à 3 candidats par catégorie. Et puis il y a le jury qui se réunit à Paris ou à Londres au mois d'avril chaque année. Et ce board-là ou ce jury est constitué de grandes figures internationales. Ils décident qui sont les gagnants et les noms restent confinés dans les coulisses jusqu'à la cérémonie qui a lieu au mois de... C'est ce qu'on voit là? Tout à fait. Ça, c'est le jury de l'année dernière qui se réunit à Londres. Vous voyez des gens de différentes nationalités. Tous arabes. Il y a, je pense, le seul, c'est l'écrivain Marc Lévy, qui fait partie du jury là. Mais à part ça, c'est des gens qui représentent la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Liban, la Palestine, ainsi de suite. J'ai dit que vous donniez un prix à la femme de l'année, c'est important. Aujourd'hui, les femmes dans le monde arabe, elles sont incontournables justement d'une manière générale et aussi dans ces mouvements contestataires. Elles sont souvent à la pointe du combat. Elles sont au devant de la scène. Au Liban, la révolution, elle est dirigée par les femmes. Les femmes, elles ont été à la tête de cette révolution et elles ont, à mon avis, donné à cette révolution le côté pacifique, le côté, comment dire, il y a beaucoup d'empathie. Et je pense en Égypte, ça a été pareil, en Irak, c'est pareil. La femme est le phare de tout ce qui se passe comme progrès dans le monde arabe. Encore un mot, vous avez créé les TAC Minds de l'esprit. C'est quoi? Ce sont des forums, des débats? C'est des forums qui se passent 3-4 fois par an, où nous réunissons des changemakers, des gens qui veulent apporter un changement avec les jeunes, et c'est une synergie qui est tissée autour de ça, et c'est un dialogue. Moi, je pense que le dialogue est très important, et sans dialogue, on ne peut pas avancer. Merci beaucoup, Ricardo Karam. Je rappelle que le rendez-vous prochain des prix Takrim, ce sera peut-être en février, on l'espère. 7-8 février, soit à Beyrouth, soit à Paris. Merci beaucoup.